Qu'est-ce que c'est une Dream Team? Pour moi, ce sont des talents individuels qui, lorsqu'ils sont réunis ensemble, eh bien, en fait, le fait d'être collectivement rassemblés fait que individuellement, on devient encore meilleur. Bonjour et bienvenue sur ASAP. Je m'appelle Alexandre Zermati et je vous invite toutes les semaines à avoir une conversation avec une personnalité inspirante du monde du travail. Cette semaine, mon invité est Ludovic Giraudon, auteur de Dream Team, les meilleurs secrets des managers pour recruter et fidéliser votre équipe idéale. Un ouvrage qui connaît un beau succès de librairie. Je vous laisse tout de suite avec mon invité. Donc, je suis Ludovic Giraudon, auteur du livre Dream Team. Mon parcours en quelques mots, j'ai un début de parcours en fait professionnel assez classique finalement, puisque j'ai fait des études de commerce et ensuite j'ai enchaîné de manière aussi assez classique avec des jobs en marketing, plutôt dans des grosses boîtes. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte en fait que ce type d'environnement n'était pas forcément fait pour moi. Et moi, je ressentais vraiment le besoin de partir d'une page blanche, de créer, d'aller sur des terrains un peu plus vierges. Et c'est pour ça qu'en parallèle de cette job, j'ai monté un site qui s'appelle Paris Zigzag, qui est un média en ligne sur Paris, qui parle de Paris plutôt sous l'angle historique, insolite. Et assez rapidement, en fait, le trafic était plutôt au rendez-vous. Et puis, il y avait un début de business model qui commençait à se dessiner. Et donc, un jour, je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi. Et donc, j'ai quitté mon job pour me consacrer à temps plein à ce projet. Donc, je suis passé du statut de hobby à vrai projet entrepreneurial avec un projet d'entreprise ambitieux. Et donc, avec aussi, évidemment, l'envie de me constituer une équipe pour m'entourer. Et en fait, le trafic a vraiment été au rendez-vous puisque à l'époque, on avait plusieurs centaines de milliers de personnes qui nous suivaient sur les réseaux sociaux, jusqu'à en tout cas près d'un demi-million de personnes qui venaient sur le site chaque mois. Donc le site a vraiment trouvé son public et ça a été 6 années où je me suis éclaté. Alors il y a eu en gros la moitié projet sur le côté à l'époque où j'avais toujours un job, donc le soir et le week-end, et puis au moins 3 ans à temps plein. Et donc ça a été des années vraiment super parce que évidemment l'entrepreneuriat c'est l'inconnu tous les jours, des moments difficiles souvent et puis des moments d'éclate aussi très souvent. Donc ça a été vraiment 6 super années et en fait un jour j'ai eu l'opportunité de vendre la boîte. Ça correspondait en plus à un moment où je sentais que j'étais plus forcément la bonne personne pour porter le projet. Et donc, il y a à peu près 3 ans, j'ai cédé Paris Zigzag. C'est une période toujours un peu particulière quand on passe de l'entrepreneuriat, qui est une période super intense, à plus rien. Donc moi, j'ai eu la chance d'assez bien gérer cette situation. Puisque j'ai rejoint une autre aventure assez dingue qui s'appelle Réseau Entreprendre Paris, chez qui je travaille depuis plus de 2 ans maintenant. Donc mon quotidien, en fait, c'est d'accompagner des entrepreneurs et des dirigeants dans le développement de leur boîte. Et donc j'ai la chance en fait, d'être entouré de gens qui montent des projets de ouf, qui sont passionnants. Donc ça me permet en plus de rester toujours dans ce milieu trépidant de l'entrepreneuriat. Pourquoi est-ce que je me suis lancé finalement dans ce projet de Dream Team, qui est donc un livre qui recueille un certain nombre de conseils très pratiques pour recruter et fidéliser son équipe idéale. D'ailleurs, j'ai pour habitude en fait, de résumer un peu la mission du livre en une phrase qui est « Pour que N+1 ne soit plus jamais égal à 0 ». Au-delà de la blague, en fait, j'aime bien cette notion de N+1 parce que c'est une notion déjà qu'on a prononcée des milliers de fois, qu'on a entendue des milliers de fois. Et quand on se penche un peu concrètement dessus, en fait, c'est marrant parce que c'est une addition qui sous-entend, selon moi en tout cas, que un collaborateur additionné à son manager, ils sont censés donner un truc de dingue et faire des étincelles. Sauf qu'on sait malheureusement que c'est pas toujours le cas. Et en fait, ce qui m'a poussé à l'action, il y a 3 principales raisons. La première, c'est qu'au début de mon parcours, qui était donc plutôt que dans des grosses boîtes, j'ai assisté à ce que j'appellerais des catastrophes humaines, qui étaient directement liées à du mauvais management.
Et ce sont des scènes qui m'ont profondément marqué. Moi, je débarquais là-dedans, j'avais 22-23 ans. Je me disais, mais putain, c'est ça le milieu du travail, mais c'est l'enfer. Et en fait, voilà, ce sont des choses que j'ai gardées en moi. La deuxième raison, c'est que moi-même, quand je me suis retrouvé à manager, notamment quand j'ai commencé à monter ma boîte et que je me suis mis à devoir constituer ma propre équipe, je me suis rendu compte que en fait, manager, c'est super dur en fait. C'est très compliqué, c'est parfois ingrat, c'est souvent difficile, on se sent seul. Et puis en fait, je savais pas du tout comment m'y prendre, quoi. J'évoquais tout à l'heure les écoles de management, et c'est vrai que en fait, moi en école de management, j'ai plus appris à faire la fête qu'à manager des équipes, quoi. Je me suis retrouvé assez démuni, et puis là, donc chez Réseau Entreprendre Paris, j'ai la chance d'être entouré de gens qui tous les jours me partagent leurs techniques, astuces, méthodes pour recruter les meilleurs et surtout les maintenir engagés dans le temps. Et moi, ça fait donc plus de 2 ans que j'ai la chance de bénéficier de ces conseils finalement indirectement, et 2 ans et demi que je les note dans mon téléphone. Et puis un jour, c'était à l'issue d'un dîner avec des copains où on a parlé justement de nos rapports à nos managers, et j'ai vu à quel point eux aussi ils galéraient, soit en tant que manager et surtout aussi en tant que collaborateur. Et donc j'ai repensé aux scènes dont j'ai été témoin au début de mon parcours, j'ai repensé moi à mes propres galères en tant que manager. Et puis j'ai repensé surtout à mon fichier dans mon téléphone, et je me suis dit mais c'est trop con, laisse pas ça sur ton téléphone, essaie d'en faire bénéficier au plus grand nombre. Et puis quand s'est posé la question de comment partager toute cette matière, en fait le médium du livre est venu assez facilement, parce que voilà, moi j'adore écrire. Chez Paris Zigzag, qui est un média, donc on écrivait énormément d'articles, et au début c'était moi qui écrivais tout. C'est quelque chose que j'aime bien faire, et donc je me suis, voilà, c'est venu assez c'était plutôt une évidence en fait pour moi de partir sur un livre plutôt qu'un autre format. Et ce sont toutes ces raisons qui m'ont poussé à écrire le livre. Et en fait, moi, j'ai écrit le livre que j'aurais aimé qu'on m'offre en tant que manager quand je me suis lancé. Dream Team, pour le coup, c'est tout sauf de la littérature managériale. C'est pas de la grande théorie sur de l'organisation. C'est vraiment, au contraire, des choses très concrètes, pragmatiques, des choses qu'on peut directement actionner en fait au quotidien dans sa vie de manager. Et chapitre après chapitre, dès qu'on a fini un chapitre, on peut tout de suite mettre en place telle ou telle pratique, conseil, de manière assez facile. Et puis en plus, le ton est assez en tout cas facile d'accès, assez léger, direct. Je tourne pas autour du pot, en tout cas c'est les retours que j'ai des lecteurs. Pour que n+1 ne soit plus jamais égal à 0. La matière première que j'ai eue chez Réseau Entreprendre nécessairement était plutôt issue d'entrepreneurs, donc de fondateurs de boîtes en démarrage ou déjà bien lancées. Mais c'est vrai que ça restait des boîtes, on va dire, à taille humaine. Et donc, en fait, j'ai voulu compléter cette matière par un maximum de rencontres, effectivement. Et donc, je suis allé au final à la rencontre de plus de 450 personnes qui sont un tiers en start-up, un tiers en PME et quasiment un tiers en grand groupe. Parce qu'encore une fois, je considère qu'il y a des bonnes pratiques à prendre partout, et encore une fois, ça m'a été vérifié. C'est vrai que le titre du livre, en fait, Dream Team, fait évidemment, donc c'est la traduction littérale de équipe de rêve, équipe idéale. Et c'est vrai que c'est un clin d'œil appuyé à l'équipe de basket, en effet, américaine. De 92 lors des JO, c'est comme ça qu'elle était surnommée, l'équipe américaine, la Dream Team. Et même si on n'est pas fan de sport d'ailleurs, Magic Johnson, Michael Jordan sont nécessairement des noms qui évoquent quelque chose. Moi d'ailleurs j'avais 9 ans à l'époque à ce moment-là, et à chaque fois c'était des matchs de folie, et c'était une équipe évidemment absolument imbattable. Et pourquoi est-ce qu'elle était imbattable? Et pour répondre à ta question de qu'est-ce que c'est une Dream Team, pour moi ce sont des talents individuels qui, lorsqu'ils sont réunis ensemble, eh bien, en fait, le fait d'être collectivement rassemblés fait que individuellement, on devient encore meilleur. En fait, le collectif tire les individus vers le haut. Et l'équipe américaine de basket, c'est exactement ça. C'était tous des joueurs hallucinants, chacun dans leur domaine. Et lorsqu'ils étaient réunis ensemble sur un terrain, ils faisaient des trucs de fous furieux, et ils devenaient encore meilleurs. Ils tiraient leur talent encore plus vers le haut. Individuellement, on devient encore meilleur. Pour moi, la posture de manager, elle doit notamment, en tout cas,
tourner autour de 2 choses. Donc connecter ses talents, connecter les collaborateurs à leurs talents, j'en ai parlé, mais ça passe tout simplement par le fait déjà de voir les forces de son collaborateur. En France notamment, c'est vrai et souvent je fais le parallèle avec le système scolaire, où dans un conseil de classe par exemple, quand on va parler d'un élève, on va se pencher sur son cas, et sur les 6 minutes où on va parler de lui, on va parler de 5 minutes et demie de ce qui ne va pas être ses mauvaises notes, des matières où il est nul, où il n'est pas bon, où il doit faire des efforts, et puis on va parler 30 secondes du dessin ou de telle ou telle matière où il est particulièrement bon. Et ça, moi, je suis intimement convaincu que c'est une erreur et qu'il faut d'abord voir le meilleur chez les uns et les autres. Et le manager, il doit faire, selon moi, il doit avoir cette posture, c'est-à-dire qu'il doit voir le meilleur et les forces, les talents de son collaborateur. Il doit, une fois qu'il les a identifiés, déjà en faire prendre conscience son collaborateur, parce que c'est rarement le cas, et on a besoin, et c'est l'un des rôles du manager, d'aider le collaborateur à prendre de la hauteur sur qui il est et ce qu'il fait de bien et peut-être de moins bien, mais en tout cas avant tout de ce qu'il fait de bien. Et ensuite l'aider à développer ces talents-là et surtout à les faire rayonner un maximum en fait au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est une première donnée de posture, selon moi, clé du manager. Et la deuxième chose, en fait, c'est de transmettre de l'énergie. Un manager, il est aussi là pour ça. C'est-à-dire qu'un collaborateur qui vient le voir dans son bureau, s'il est dans un bureau fermé, en fait, le collaborateur doit ressortir de ce bureau-là avec plus d'énergie qu'au moment d'y rentrer. Et pour moi, en gros, connecter ses collaborateurs à ses talents et leur transmettre de l'énergie, c'est déjà une super base pour qu'un manager soit générateur de la constitution de cette Dream Team. Connecter les collaborateurs à leurs talents, transmettre de l'énergie. J'ai pas mal réfléchi à la question et surtout, c'est les 450 rencontres qui m'ont fait prendre conscience d'une chose, ou plus précisément de 5 choses. C'est que je me suis rendu compte qu'en fait, un collaborateur, pour être pleinement engagé, il a besoin, grosso modo en même temps, de 5 éléments. Et je me suis penché sur comment faciliter la vie des managers pour qu'ils retiennent facilement ces 5 éléments. Et en fait, il suffit de retenir un mot, qui est le mot dream, donc rêve en anglais, où en fait les 5 premières lettres de dream permettent de résumer cela et de résumer les 5 leviers que le manager doit activer pour maintenir un collaborateur pleinement engagé. Le D de direction, donc en fait c'est donner du sens au collaborateur, lui dégager l'horizon. C'est il doit comprendre pourquoi est-ce qu'il se lève chaque matin. Donc ça passe par des sujets les fameux why de l'entreprise, la mission, pourquoi est-ce qu'elle existe et à quelle grande mission, grand projet est-ce qu'elle participe au-delà de faire du chiffre et de payer les salaires ou de rémunérer des actionnaires. Le R, c'est pour reconnaissance. En fait, un collaborateur, il a besoin d'être valorisé, d'être mis en avant, et c'est pas du tout qu'un sujet salarial, surtout pas. En tout cas, ça fait partie des leviers de la reconnaissance, mais c'est loin d'être le seul. C'est mettre en avant des collaborateurs. Il y a plein de façons de le faire, j'en parle dans Dream Team. Donc ça, c'est un point qui est important et qui est souvent oublié et qui passe parfois juste par le fait de juste féliciter, une petite tape dans le dos, un bravo par mail ou à l'oral. C'est des petits trucs en fait au quotidien qui font que un collaborateur va se sentir reconnu et donc participera à son engagement. Le E, c'est pour l'environnement. Et je parle pas d'environnement de travail parce que c'est pas du tout un sujet en fait de salle de sieste ou de baby-foot ou autre qu'on voit fleurir partout. Le vrai sujet en fait c'est un environnement social, c'est-à-dire c'est créer du lien avec ses collègues. C'est tout simplement le plaisir qu'on va avoir à retrouver ses collègues chaque matin et ça va clairement participer à l'engagement. Donc ça c'est un point qui est important. Donc le manager est aussi là pour favoriser des moments sociaux et créer du lien entre les collaborateurs, de l'équipe et puis entre les équipes. Ensuite, il y a le A pour autonomie. Donc ça pareil, ça m'a été conforté dans toutes les rencontres que j'ai pu faire. Le fait de responsabiliser les collaborateurs, on va dans le bon sens et de responsabiliser ses équipes, ça amène une seule chose en général, c'est d'être agréablement surpris. Et le 5e point, c'est le M pour monter en compétences. Donc là, je parle d'évolution et encore une fois, c'est pas une évolution de grade ou d'évolution salariale, mais c'est plus le fait de donner du souffle aux collaborateurs, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils continuent à apprendre tout le temps.
et même quand il ne peut pas forcément évoluer dans la boîte. Et ça, il y a pas mal de leviers aussi que j'évoque dans le livre, de co-développement, de communauté, de faire en sorte qu'il voit autre chose que sa mission. Il y a les sujets de build et de run, donc voilà, pour faire en sorte qu'en plus du run, c'est-à-dire ce qui fait tourner la boîte et de sa fonction principale, c'est qu'il puisse avoir 10-20% aussi de son temps alloué à d'autres choses, des projets un peu plus de fond qui l'éclateraient, dans lesquels il pourrait s'éclater. Et par exemple, chez Google, il y a une pratique assez intéressante ce que j'appelle les 20% de Google, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 20% du temps des collaborateurs qui sont censés être alloués à des projets je ne vais pas dire personnels parce qu'ils doivent être quand même en lien avec des activités directes ou indirectes de Google, mais en tout cas, ce sont des sujets qui n'ont rien à voir avec sa mission principale. Donc bref, il y a pas mal de techniques qui permettent de permettre à un collaborateur de voir autre chose et de continuer à apprendre de nouvelles choses. Parce que je me suis rendu compte aussi d'une chose en préparant le livre, c'est qu'un collaborateur en fait, qui n'apprend plus, c'est un collaborateur qui a déjà la tête ailleurs et qui a déjà un pied en dehors de l'entreprise. Donc voilà, donc il faut retenir DREAM, c'est les 5 piliers pour maintenir un collaborateur engagé. Direction, reconnaissance, l'environnement, autonomie, montée en compétences. En fait, moi, quand on me parle d'agilité, il y a évidemment beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit, mais il y en a deux notamment que je trouve très concrètes, parce que l'agilité, on peut en faire tout un concept et il y a beaucoup de littérature sur le sujet qui existe. Mais moi, et d'ailleurs au début de ma vie professionnelle, pour l'avoir pratiqué, en tout cas une forme d'agilité sous forme organisationnelle de type Scrum ou autre, ce que je trouve très intéressant, c'est deux choses. La première, c'est les rituels. Et ça, et en fait, je me suis rendu compte aussi en préparant ce livre, dans toutes les rencontres que j'ai pu faire, que bien manager, c'est ritualiser, c'est formaliser. Il y a beaucoup de choses qu'on fait un peu comme ça au feeling, mais en fait, ce qui est hyper important, c'est de les sacraliser presque dans l'agenda et d'en faire des moments, des rendez-vous récurrents. Ce qu'on retrouve en fait dans ces méthodologies de type agile. Et je trouve ça très intéressant parce que à la fois ça rassure le collaborateur d'avoir un cadre et puis surtout en fait processiser cela, même si le mot process peut faire un peu peur, mais en tout cas de le ritualiser, de le mettre dans l'agenda et de le rendre récurrent, quand c'est dans l'agenda, au moins on le fait. Et ça permet de dédier du temps significatif à un moment d'équipe, soit d'ailleurs en one-to-one, soit en collectif. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel dont tout manager devrait s'inspirer. Donc. Et la deuxième chose, c'est la notion de feedback. C'est-à-dire que dans les méthodes agiles aussi, il y a cette notion d'amélioration continue et on se dit individuellement et collectivement ce qui fonctionne moins bien et comment surtout est-ce qu'on peut améliorer les choses. Et la notion de feedback, elle est clé. Dans la culture française et selon les boîtes, c'est pas forcément une réalité, mais ce qui est sûr, c'est que le feedback, quand il est bien fait, alors le feedback, dans le livre, je dis que c'est un peu comme la magie noire ou la magie blanche, c'est-à-dire que la manière dont c'est utilisé, ça peut être soit une catastrophe, soit un truc génial. Et dans la méthode agile, en fait, dans les méthodes agiles, il y a pas mal de choses qui tournent autour des feedbacks, autour de rétro, où on revient rétrospectivement sur ce qui s'est passé sur un projet ou sur un cycle du projet. Et je trouve ça super intéressant parce que ça permet de se dire les choses de manière, encore une fois, bienveillante, constructive. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une petite parenthèse sur la bienveillance, qui est un sujet, d'ailleurs, chez Réseau Entreprendre, qui est un sujet clé chez nous, qui fait partie de l'une des valeurs fondatrices de Réseau Entreprendre. En tout cas, c'est un mode de fonctionnement, c'est un principe de fonctionnement qui est clé chez nous, et c'est un mot qui est, je dirais maintenant, galvaudé parce qu'elle est mise en avant dans les médias, dans les entreprises, un peu partout. Et ça me permet juste de rappeler, selon moi, et après pas mal d'échanges sur le sujet, ce que c'est la bienveillance. Et elle est très liée à la notion de feedback, parce que la bienveillance, c'est pas c'est pas être gentil, être un bisounours, c'est pas du tout ça. C'est se dire les choses quand ça va, et donc c'est valoriser, féliciter, fêter les succès, fêter ce qui fonctionne bien. Et puis c'est aussi se dire quand ça va pas, mais se le dire
intelligemment, de façon constructive, de façon non violente. Là, on touche à tout un tas de sujets, mais en tout cas, voilà. Si je reviens au sujet de l'agilité, pour moi, je retiens les rituels et puis ce côté feedback où retour d'expérience sur ce qui s'est passé, en bien, en moins bien, en vue d'améliorer les choses. Mais se le dire intelligemment, de façon constructive, de façon non violente. De plus en plus de notions, de pratiques se développent dans les entreprises et je trouve ça assez intéressant. C'est déjà la notion de feedback à double sens. C'est vrai que quand on pense feedback managérial, souvent on pense au manager qui va faire un retour à son collaborateur. Et de plus en plus, toujours dans cette logique de double sens, parce qu'un manager aussi, il a besoin de s'améliorer et il n'y a pas que son propre manager aussi qui peut lui dire des choses. Souvent, le principal point de contact avec un manager, c'est son ou ses collaborateurs. Et donc, il a beaucoup de choses à apprendre de ses collaborateurs. Et donc, le premier point, je dirais, sur le feedback managérial dans les pratiques que j'ai pu voir et que je trouve vraiment intéressantes, et en tout cas, qui sur le terrain m'ont été confirmées comme étant très efficaces, si elles sont bien menées, c'est ce feedback à double sens où le collaborateur aussi doit être invité. Et c'est d'ailleurs l'un des signaux d'une confiance assez solide qui est en train de se créer entre le collaborateur et le manager. C'est quand le collaborateur commence à faire du feedback à son manager. C'est un signal même pas faible, un signal même fort de confiance entre les deux. Et ensuite, il y a cette notion de feedback à 360, c'est-à-dire que pour s'améliorer, un collaborateur, c'est évidemment très intéressant qu'il ait le regard de son manager, mais aussi qu'il ait d'autres regards en fait, qui viennent compléter celui de son manager, parce que le regard qu'on peut porter sur une personne est nécessairement subjectif. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'aller chercher d'autres retours, soit de collègues directs, et puis des gens aussi avec qui on ne travaille pas forcément directement, mais qui nous voient évoluer, grandir, ou pas d'ailleurs dans la boîte. Mais je dirais donc, en résumé, qu'il y a ces deux notions, à la fois de reverse feedback, où le collaborateur fait des retours et peut évaluer intelligemment son manager, et puis où en fait il y a des pratiques aussi de feedback à 360, et il est recommandé d'ailleurs que passer les 10-12 collaborateurs dans une équipe, ça peut être intéressant de faire des feedbacks aussi anonymes, qui permettent de nettement plus libérer la parole, parce que c'est vrai qu'on n'ose pas forcément dire les choses en face. C'est plus facile quand c'est anonyme. Après, il faut pas le faire sur des équipes trop restreintes, parce que sinon en fait on devine tout de suite qui a dit telle ou telle chose. Non, mais ça paraît bête, mais je crois que les recommandations de différentes boîtes qui sont spécialisées, qui proposent des solutions dédiées à ces sujets-là, recommandent, je crois, à partir de 11 collaborateurs. Ça a du sens de l'anonymiser. Avant, en fait, le spectre est trop restreint pour ne pas essayer, en tout cas, de deviner. Et là, pour le coup, la défiance s'installe, parce qu'on se dit, mais mince, qui a dit ça, notamment sur les feedbacks, on va dire, mitigés, ou sur les axes d'amélioration. Le seul truc qui me vient en tête, c'est qu'on est un peu dans la période des bonnes résolutions. Et je dirais qu'il y a deux choses, en fait, pour moi, qui sont vraiment clés. Et si, en tant que manager, on veut améliorer sa pratique, déjà, c'est se rendre compte. Je mets une citation dans le livre qui m'est venue, en fait, tout de suite, dès que j'ai pensé à ce sujet. C'est une citation qui est issue de Spider-Man, qui un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Exactement. Mais parce que, en fait, dans cette phrase, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, je trouve que ça reflète une idée assez intéressante, qui est qu'en tant que manager, on a une vraie responsabilité. C'est-à-dire qu'on a des gens dont on a la responsabilité de leur épanouissement, de leur bonheur presque, parce que quand on regarde en fait les statistiques et le temps qu'on passe à bosser dans une vie, c'est délirant. On passe l'équivalent à peu près de 10 ans de notre vie à travailler. Et donc si on est malheureux dans notre boulot, et l'une des sources de frustration, c'est évidemment le management, en fait, clairement, notre équilibre personnel est atteint. Donc en fait, pour moi, c'est de réaliser qu'en tant que manager, on a vraiment cette responsabilité presque du bonheur des gens. C'est un peu extrême, un peu radical ce que je dis, et
et ça en fera peut-être bondir certains, mais en tout cas, ça permet de faire passer l'idée qu'on a une vraie responsabilité importante et que du coup, il faut en faire une vraie priorité. Quand on est manager, la vraie difficulté et souvent la souffrance des managers vient du fait que leur job est divisé en deux parties. Le management des équipes et puis l'opérationnel. En général, ils doivent aussi produire des choses. Et alors que finalement, manager, c'est un boulot à temps plein. Et que, en fait, malheureusement, la réalité de l'entreprise, c'est que c'est rarement un boulot à temps plein. Et donc, en fait, et malheureusement, le manque de temps, l'urgence et la montagne de travail fait qu'en général, le premier job des deux qui passe à la trappe, c'est celui de manager. Et ça, c'est une erreur parce qu'en fait, au final, ça fait des collaborateurs moins performants, donc une équipe moins performante, donc plus de boulot au final pour le manager sur le côté, sur la dimension opérationnelle puis managériale. Ça fait des gens démotivés, des gens qui partent, donc des gens à recruter, à reformer, etc. Donc c'est un mauvais calcul en fait, qui est naturel et que moi je suis le premier à le faire. Mais j'essaie de lutter à titre personnel contre aussi ce point-là. Et le deuxième point, c'est que personne ne naît manager. En fait, certains peuvent le devenir. C'est-à-dire que on ne naît pas manager, on le devient. Et ça veut dire en fait que il faut se former, il faut se faire accompagner. Moi, je le vois chez Réseau Entreprendre, l'une des forces de ce qu'on propose aux entrepreneurs, c'est de les aider à prendre de la hauteur parce qu'ils ont le nez dans le guidon. Et le fait d'avoir un accompagnateur tous les mois qui les aide à prendre cette hauteur-là, en fait, ils gagnent un temps de fou. Et ça leur permet d'éviter de prendre des mauvaises décisions et c'est un vrai catalyseur en fait de prise de décision. Et en tant que manager, c'est la même chose. On a la tête dans le guidon. On est pris par le temps évidemment entre le management et puis le côté un peu plus opérationnel et donc le fait de prendre de la hauteur, que ce soit un coach, que ce soit de la formation, que ce soit, il y a beaucoup aussi de sujets autour du co-développement entre managers au sein des entreprises, de communautés de managers qui sont en train de se constituer et donc partager avec d'autres managers ses galères, ses succès et puis se faire accompagner par des managers un peu plus chevronnés. Moi je pense que ce sont les deux bonnes résolutions, c'est de prioriser dans l'agenda son équipe. Ça doit être la première pensée du matin, ça doit être ses collaborateurs et pas le rendez-vous commercial ou tel événement lié à son métier qu'on a dans la journée. Et la deuxième chose, c'est de se faire accompagner. Je remercie Ludovic de s'être prêté au jeu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'ASAP.